La mafia italienne des États-Unis est l'une des organisations criminelles les plus célèbres au monde. Des dizaines de films et des centaines de livres lui ont été consacrés, mais on peut compter sur les doigts d'une main les ouvrages qui décrivent les débuts de ce qui allait être connu sous le nom de Cosa Nostra. Bien entendu, cette situation est en grande partie due à l'absence d'informations fiables au cours de cette période. C'est pourquoi le récit de l'émergence de la mafia sur le continent américain, écrite pendant le vide informationnel et encore relayée par de nombreux médias, comme étant la seule origine possible, est en pratique plus une histoire mystifiée qu'une image réelle de ce qui s'est réellement passé. Mais heureusement pour nous, les chercheurs disposent aujourd'hui de suffisamment d'informations pour nous permettre, en se basant sur leur travail, de présenter une histoire plus précise de cette période. Si vous souhaitez savoir ce qu'était réellement la Cosa Nostra à l'aube de sa naissance aux États-Unis, je vous présente l'ascension de la mafia new-yorkaise de l'autre côté de la loi. Avant de commencer, je voudrais préciser quelle est l'approche la plus couramment utilisée afin d'expliquer les origines de la Cosa Nostra à l'heure actuelle. Ainsi, les néophytes pourront comprendre ce que je rejette en proposant une autre interprétation, à mon avis plus juste et plus crédible. En bref, jusqu'à récemment, on pensait que la mafia américaine était, jusqu'en 1931, un groupe de gangs peu organisés qui se disputaient constamment le droit d'établir leur chef comme le principal patron de tous les mafiosi américains. En outre, on affirmait que les mafiosi de la vieille école, qui sont arrivés en Amérique à l'âge mûr, les Mustache Pit, refusaient catégoriquement de travailler non seulement avec des personnes d'autres nationalités, mais également avec des Italiens qui n'étaient pas originaires de Sicile. Toutefois, cette approche n'était pas partagée par les mafiosi de la nouvelle école, déjà nés ou arrivés en Amérique à un âge précoce, qui avaient grandi sur le sol américain et qui ne voulaient pas limiter leur projet d'affaires illégal à une collaboration exclusive avec leurs compatriotes, voyant dans la coopération interethnique des perspectives de gains bien plus importantes. Tout cela a finalement conduit à une guerre entre la nouvelle et l'ancienne école, qui s'est terminée avec Charles Lucky Luciano éliminant en peu de temps, à la suite des conspirations des deux patrons de tous les patrons, des dizaines de mafiosi de l'ancienne école dans tout le pays et persuadant ensuite les autres d'abandonner leur titre de chef suprême afin d'établir à la place une commission qui réglerait les différends par vote, donnant ainsi naissance à la Cosa Nostra, aujourd'hui mondialement connue. Je suis d'accord, cela ressemble plus à un scénario de film qu'à une histoire vraie. Tout est un peu trop noir ou blanc. Les méchants, vieux et sanguinaires à cause de leur soif de pouvoir et de leur conformisme, tirent le groupe vers le bas et ne le laissent pas se développer. Mais une nouvelle génération apparaît qui n'a pas besoin de pouvoir et ne veut que le bien commun sous la forme du développement et de la prospérité de la mafia. Cette nouvelle génération gagne, le groupe s'unit et ils partent tous ensemble vers un avenir radieux afin de gagner de l'argent en résolvant tous les problèmes ensemble. Dans la réalité, cependant, tout n'est pas aussi simple et clair. En effet, il s'avère que les anciens et les nouveaux n'étaient pas si différents et qu'ils ont existé tranquillement l'un avec l'autre avant, mais aussi après 1931. Oui, la mafia s'est développée et a évolué au fil du temps, mais elle n'a jamais eu de prophète réformateur qui a tout changé. L'histoire de la Cosa Nostra ne se résume donc pas au noir et blanc, et les causes ainsi que l'ampleur des changements sont différentes de ce que la plupart des gens prétendent encore. La première mention crédible de la mafia américaine remonte à la famille Matranga de la Nouvelle-Orléans et date du XXe siècle, plus précisément entre 1870 et 1880. En théorie, c'est d'eux qu'il serait question aujourd'hui, mais la Nouvelle-Orléans n'a jamais été un lieu central dans l'histoire de la Cosa Nostra. En effet, tout ce qui a réellement été important durant cette période s'est déroulé à New York City. C'est là que vivaient tous les patrons des patrons, mais c'est là qu'a eu lieu le conflit le plus important, la guerre des Castellamarese, qui a fini par toucher, d'une manière ou d'une autre, toutes les autres villes. Et c'est là que la plus grande communauté italienne se trouvait à l'époque, ce qui a conduit à la création de pas moins de 5 familles mafieuses dans une seule et même ville. Tout ce qui s'est passé à New York a, d'une manière ou d'une autre, influencé la mafia dans tout le pays. C'est pourquoi notre histoire d'aujourd'hui ne commence pas à la Nouvelle-Orléans, mais bien sur le territoire de la Grosse Pomme. Il est généralement admis que l'histoire de la mafia new-yorkaise trouve son origine dans le premier chef connu de tous les chefs de la Cosa Nostra, Giuseppe Morello, et sa famille criminelle éponyme. S'il est vrai que cette figure est fondamentale pour l'histoire de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, et que son histoire constituera la base de la première partie de notre récit, il convient avant tout de mentionner les preuves antérieures de la présence de la mafia à New York. À bien des égards, ces exemples ne sont pas prouvés à 100% et ne doivent pas être considérés comme la vérité irréfutable. Néanmoins, le fait même que les preuves de l'existence de la mafia dans la Grosse Pomme remontent à plusieurs décennies plus tôt que ce qui est généralement admis, indique que l'histoire de cette organisation pourrait avoir les racines beaucoup plus profondes que celles que nous connaissons aujourd'hui.
La première mention de la mafia américaine remonte aux années 1860 et la relie à un certain Michel Chiaramonte, qui selon diverses sources était associé à la mafia en Sicile et s'est ensuite installé en Amérique, où il s'est lancé dans la contrefaçon. Selon des chercheurs, Chiaramonte pourrait avoir été le premier chef de la mafia à New York. Puis, 19 ans plus tard, la presse locale publie une série d'articles sur l'immigré Rosario Melli et ses 3 subordonnés, membres d'une organisation secrète appelée la Mafia. Les journalistes désignent Melli comme le chef de l'organisation. Et 9 ans plus tard, à New York, un homme appelé Antonio Flacomio, qui, comme il s'avérera plus tard après son assassinat, était un informateur de la police, a réussi à informer le détective Thomas Byrne d'une organisation criminelle secrète italienne, citant parmi ses participants, outre lui-même, les frères Carlo et Vincenzo Quartaro, ainsi que les frères Carmelo et Raimondo Faracci, qui étaient liés à Michele Chiaramonte, que j'ai mentionné précédemment. L'enquête sur cette affaire a également conduit les forces de l'ordre à développer l'idée qu'un autre fondateur potentiel de la mafia new-yorkaise puisse être le gangster sicilien Giuseppe Esposito, qui a fondé sa famille en 1878. Selon eux, le meurtre de Flacomio serait une vengeance suite à sa trahison envers Esposito. Enfin, ce même meurtre nous conduit à un certain Candelaro Bettini qui, d'une part, était l'un des participants possibles à la conspiration entre Flacomio, et d'autre part, a été arrêté en 1896 sous l'inculpation de faux monnayage. L'enquête sur ce dernier a toutefois révélé que, selon une version de l'histoire, Bettini était le chef de la mafia locale et, selon un autre, l'exécuteur du véritable chef, Nicola Taranto. Comme vous pouvez le voir, dans ce dont nous venons de parler, des mentions de la mafia ont commencé à apparaître à New York dès le milieu du 19e siècle. Et toute personne connue pour être un membre potentiel de celle-ci était reliée aux autres d'une manière ou d'une autre. Cependant, à ce stade, nous ne pouvons pas accepter ces théories comme étant une vérité absolue, en raison du manque de preuves. Et bien que je vous recommande vivement de les garder à l'esprit en tant qu'alternative, nous prendrons Giuseppe Morello comme fondateur confirmé de la mafia new-yorkaise dans notre histoire, et c'est bien de lui que nous allons maintenant parler. La vie et l'œuvre de Morello ne sont pas seulement le récit d'une personne. Dans l'ensemble, tout ce que nous savons sur la vie et les activités mafieuses entre 1890 et 1910 se trouve dans sa vie, et Giuseppe lui-même a été une figure clé dans la formation de la mafia new-yorkaise de ces années-là. Par conséquent, le récit qui suit n'est pas la biographie d'une personnalité individuelle, mais bien une description des débuts de la Cosa Nostra et de la façon dont les premiers mafieux américains vivaient et agissaient. Morello est né en 1867, en Sicile, dans une ville appelée Corleone. Son père, Calogero, est décédé alors que Giuseppe n'avait pas encore 10 ans, et sa mère, Angela Piazza, afin de pouvoir nourrir ses enfants, a alors dû trouver un autre mari, en la personne de Bernardo Terranova. Le beau-père de Morello était l'un des premiers membres de l'organisation mafieuse de Corleone, appelée Fratuzzi, et il en va de même pour l'oncle de Morello, Giuseppe Battaglia. Il n'est donc pas surprenant que Giuseppe, en grandissant, ait suivi le même chemin. En Sicile, Morello réussit à se distinguer en tuant un chef de la garde de campagne nommé Giovanni Vella, acte pour lequel il n'a reçu aucune sanction. Il a également dirigé un groupe de faux monnayeurs, ce qui lui a valu une peine de 6 ans de prison. Informé à l'avance de son arrestation imminente, Giuseppe quitte la Sicile en 1893 et s'installe à New York. Il est bientôt rejoint par le reste de sa famille immédiate, qui s'installe dans le quartier naissant de Little Italy. Ce déménagement forcé coïncide avec l'une des pires crises de l'économie américaine. À cette époque, des milliers d'entreprises font faillite dans tout le pays et le taux de chômage à New York atteint 25% à la fin de l'année. La famille Morello Terranova, composée de 4 adultes et de 7 enfants, vivait très pauvrement. Au début, les hommes ont survécu grâce à des emplois occasionnels mal rémunérés qui, combinés à la vente de quelques biens personnels, leur permettaient de payer leur loyer et d'acheter des provisions. Mais à la fin de l'année, la situation à New York était devenue si grave que Giuseppe a décidé de partir gagner de l'argent en Louisiane, où il était possible de trouver du travail dans des fermes et exploitations agricoles. Il a d'abord travaillé comme colporteur de fruits, puis il a trouvé du travail dans les champs de canne, ce qui a permis au reste de sa famille de le suivre et de vivre de la culture de la canne. Pourquoi, me direz-vous, un duo de mafiosi, à savoir Morello et son beau-père, immédiatement après leur arrivée, n'ont-ils pas repris leurs anciennes occupations et sont allés s'épuiser avec un travail régulier? Il y a une raison prosaïque à cela. Giuseppe avait un casier judiciaire en Sicile, et il ne pouvait donc pas attirer l'attention des autorités américaines, car selon les lois de l'époque, les immigrants qui vivaient aux États-Unis depuis plus de 3 ans bénéficiaient d'une immunité contre l'expulsion. En d'autres termes, Morello a dû faire profil bas pendant 3 ans en prétextant être un bon citoyen,
afin de ne pas être expulsé vers l'Italie, où il aurait été immédiatement enfermé pour 6 ans. C'est pourquoi, avec sa famille jusqu'à la fin de l'année 1896, il travaille d'abord dans les champs de Louisiane, puis au Texas. Giuseppe retourne à New York au début de l'année 1897. À cette époque, la crise est passée et la communauté italienne de la ville a plus que triplé de taille. Ainsi, contrairement à 1893, le quartier de Little Italy est en plein essor, ce qui offre de nombreuses possibilités à des personnes comme Morello de se lancer dans des activités criminelles. Cependant, les premières affaires connues de Giuseppe, ouvertes à son retour à New York, étaient tout à fait légales. En effet, il s'est lancé dans la plâtrerie avec son beau-père et disposait d'un petit dépôt de charbon, d'un bar ainsi que d'une fabrique de dattes. On ne peut que supposer où il a trouvé l'argent pour les ouvrir, mais il est clair qu'on ne lui avait pas appris à gérer ce type de business, car toutes les entreprises qu'il a créées, à l'exception de celles qu'il a ouvertes avec son beau-père, ont été détruites par un incendie. En 1898, Morello reprend son métier de faussaire. C'est à peu près à la même époque qu'il reçoit le titre de chef de sa propre famille mafieuse. Il faut noter qu'à cette époque déjà, on ne créait pas une famille mafieuse simplement car on en avait envie. Morello a effectivement dû obtenir une autorisation, mais il est impossible de dire exactement où il l'a obtenue. Il pourrait s'agir de la Nouvelle-Orléans, où la mafia avait des racines les plus profondes, de la Sicile, berceau direct de la communauté secrète, ou encore de New York, si l'on tient compte des hypothèses sur l'origine de la mafia dont nous avons parlé plus tôt. Une autre hypothèse n'exclut pas non plus la possibilité qu'il ait été nommé chef d'une famille déjà existante. Quoi qu'il en soit, dans l'année qui a suivi son retour à New York, Giuseppe est devenu un chef de la mafia et a repris ses activités illégales. Et il n'est pas surprenant qu'il ait choisi la contrefaçon. D'une part, il s'y était déjà adonné en Sicile, et d'autre part, il y avait beaucoup d'autres Siciliens à New York qui faisaient la même chose, ce qui lui garantissait d'éviter le manque de main-d'œuvre. Morello a formé un groupe d'Italiens de confiance, directement chargé de la fabrication des faux billets. Il a ensuite engagé quelques petits gangsters irlandais pour les distribuer par l'intermédiaire de son homme de main, et tout était parfait sur le papier. Seuls les siens connaissaient le lieu de production et, sur le terrain, c'étaient les Irlandais qui prenaient les risques. De plus, Giuseppe ne remettait jamais personnellement les faux pour la distribution, confiant tout cela à son homme de main, Calogero Maggiore. Morello, en véritable patron, se tenait à l'écart et observait le bon fonctionnement de son opération, qui lui rapportait de beaux dividendes. Ainsi, son gang imprimait des billets de 5 $ et les vendait aux Irlandais pour 2 $ l'unité. À l'époque, un ouvrier était payé 2 $ par jour, et bien que la production de Morello ne puisse pas être qualifiée d'importante, avec l'impression d'environ 200 billets par mois seulement, cela rapportait néanmoins près de 400 $, ce qui équivalait à l'époque à 10 mois de salaire pour un ouvrier ordinaire. Cette entreprise a loyalement servi Morello pendant 2 ans, après quoi elle a été découverte par les services secrets engagés à l'époque dans la lutte directe contre les faux monnayeurs. Les autorités parviennent alors à emprisonner les distributeurs irlandais et Maggiore, qui leur fournissaient les faux, mais l'implication de Morello n'a pas pu être prouvée. Ce n'est pas pour autant que Giuseppe a immédiatement abandonné cette façon de gagner de l'argent. Pour plus de sécurité, il a transféré la presse ainsi que les plaques d'impression en Sicile, où il organise la production. Les faux billets imprimés en Italie étaient ensuite acheminés aux États-Unis par l'intermédiaire de la société d'un autre mafioso, Ignazio Lupo, propriétaire d'une entreprise d'épicerie de gros. L'argent était caché dans des pots d'huile d'olive et, une fois arrivé, il n'était plus distribué par l'intermédiaire des Irlandais, mais avec l'aide d'autres Siciliens, et ce, dans tout le pays. À cette époque, Morello, en tant que nouveau patron, avait en effet établi des liens avec les mafiosi d'autres villes américaines et les utilisait pour coopérer. Bien entendu, les sources de revenus de la jeune famille mafieuse ne se limitaient pas à la fabrication de faux billets. Ainsi, ses membres se livraient également aux raquettes de protection, exigeant des commerçants de l'argent en échange de la garantie de travailler sans encombre, ce qui, compte tenu de la fréquence des activités d'extorsion appelées « main noire », très répandues à l'époque, n'était pas difficile à mettre en place et ne nécessitait même pas toujours l'usage de la force. En effet, contrairement à la main noire, les mafiosi demandaient des sommes beaucoup moins importantes, bien que ce soit de façon permanente. La main noire, pour ceux qui ne le savent pas, désignait le nom d'un type d'extorsion courant parmi les immigrés italiens à cette époque. Ainsi, les gangsters envoyaient à leurs victimes une lettre ornée d'une main noire ainsi qu'une demande de rançon, et en cas de non-réception de celle-ci, la victime pouvait être tuée. Au cours des premières études concernant les communautés criminelles italiennes, la main noire a souvent été confondue avec la mafia, mais ces deux concepts pouvaient également être combinés, ce qui est une erreur fondamentale. En effet, la main noire était le nom d'un type d'extorsion, et non pas d'une société criminelle. De plus, les mafiosi n'étaient pas les seuls à s'y adonner. En réalité, dans la plupart des cas, il s'agissait même de personnes qui n'étaient aucunement liées à la mafia.
car l'organisation criminelle sicilienne était encore trop petite à l'époque, alors que les crimes de la main noire se comptaient par centaines, voire par milliers chaque année. Néanmoins, les hommes d'honneur étaient heureux d'exploiter la mauvaise réputation des extorqueurs de la main noire. En fait, ils ont même perfectionné leur approche. En effet, les mafiosi pouvaient ainsi écrire une lettre de menace, puis proposer leurs services afin de résoudre l'affaire, rendant ainsi la victime redevable jusqu'à sa mort. Morello a par exemple utilisé ce type d'arnaque avec un médecin nommé Salvatore Romano, qui, après cette aide gratuite, a été contraint de soigner gratuitement les nombreux parents de Morello, ce qui l'a contraint à quitter New York afin de ne pas faire faillite. Outre l'extorsion et le racket, la famille Morello était également impliquée dans les jeux d'argent et la création de plusieurs trusts contrôlant certains secteurs économiques. Son demi-frère, Vincenzo Terranova, était à la tête de la société qui contrôlait l'approvisionnement en glace, un produit très important à l'époque en l'absence de réfrigérateur. Un autre frère, Ciro Terranova, monopolisait l'ensemble du marché des artichauts, ce qui lui a même valu le surnom de « roi de l'artichaut ». Cependant, même avec ses exploits, la famille Morello était loin du pouvoir des futures générations de mafiosi. Toutes leurs activités se concentraient exclusivement dans les quartiers italiens de New York. Ainsi, quand je dis que l'un d'entre eux a contrôlé quelque chose, volé quelqu'un ou soutiré quelque chose, je parle des quartiers purement italiens. Au cours de la première décennie du XXe siècle, la ville de New York regorgeait de gangs divers, dont certains comptaient jusqu'à 1 millier de personnes. La plupart d'entre eux n'avaient évidemment pas de structure, ni de hiérarchie stricte, ce qui explique qu'au milieu des années 1910, ils aient presque tous été dissous. Cependant, ils constituaient alors une force très sérieuse, soutenue par l'organisation politique de Tammany Hall, de sorte que les premiers mafiosi ne pouvaient s'en prendre qu'à leurs compatriotes de la petite Italie. En outre, la composition des familles de l'époque ne dépassait pas 20 à 30 personnes, ce qui constituait une raison supplémentaire de ne pas dépasser le cadre de la diaspora italienne. Cependant, leur petit nombre n'était pas qu'une faiblesse, mais aussi une force. En effet, la majeure partie de la famille Morello était originaire de Corleone, et beaucoup d'entre eux étaient également apparentés les uns aux autres. En d'autres termes, il s'agissait de personnes qui pouvaient toujours compter les unes sur les autres, ce qui rendait la tâche extrêmement difficile pour les autorités lorsque celles-ci voulaient les forcer à témoigner. En outre, afin de réduire les risques au maximum, Morello a installé une discipline des plus strictes au sein de son organisation, punissant de la manière la plus sévère possible la moindre infraction susceptible d'exposer le groupe aux autorités. Parmi les exemples notables, on retrouve le meurtre de Giuseppe Catania, qui avait parlé en état d'ébriété à une connaissance de l'entreprise de contrefaçon de Morello, mais aussi celui de Tommaso Petto, qui avait pris une montre d'une valeur d'$1 sur le corps de Benedetto Mondagna, et ce, car cela a failli coûter la liberté à Morello, cet oubli d'un subordonné ayant aidé la police dans son enquête. Pour faire simple, si les autorités avaient prouvé en 1903 l'implication de Giuseppe dans la mort de Madonna, il aurait pu être condamné non pas à une peine de prison, mais à la peine de mort, tant que ce crime avait fait du bruit. En effet, l'homme assassiné avait été retrouvé égorgé dans un tonneau au milieu de la rue. Et bien que New York ait connu son lot de problèmes et de violences à l'époque, c'était la goutte de trop pour la ville. Morello voulait, avec cette exécution, montrer ce qui arrivait aux truands qui osaient remettre en question ses actions. Madonna voulait simplement récupérer l'argent qui avait été donné à Morello pour aider Giuseppe Di Primo, un membre de sa famille qui était en procès. Il pensait que, puisque Di Primo avait été emprisonné, Morello devait lui rendre de l'argent. Et devant le refus de Giuseppe, Benedetto a menacé de s'adresser à la police, ce qui a bien entendu immédiatement signé son arrêt de mort. De telles mesures de la part de Morello ont non seulement renforcé la discipline au sein de son gang, mais lui ont également permis de se hisser au premier rang de l'ensemble de la mafia américaine. En effet, Giuseppe était intelligent et impitoyable, ce qui lui valut, entre 1903 et 1910, le titre de Capo dei Capi, c'est-à-dire patron de tous les patrons. Ce titre est souvent associé à l'image d'un empereur de la mafia qui gouverne les autres chefs comme des vassaux, mais ce n'est pas tout à fait exact. Le titre de Capo dei Capi était plutôt celui d'un juge qui résolvait les conflits entre mafiosi. En d'autres termes, si l'on établit un parallèle très approximatif, le patron des patrons faisait la même chose que la commission après 1931, à ceci près qu'au-dessus de celui-ci se trouvaient deux autres organes, à savoir l'Assemblée générale et le Conseil. Le premier était l'analogue des conventions mafieuses nationales ultérieures. C'est l'Assemblée générale qui décidait de la condamnation à mort des mafiosi de haut rang et qui élisait le nouveau patron de tous les patrons. La réunion du Conseil, en revanche, n'impliquait pas la composition complète de l'Assemblée nationale. Le Conseil avait le pouvoir de régler des litiges de moindre importance. Le
patron de tous les patrons, quant à lui, s'occupait des problèmes plus terre-à-terre. En d'autres termes, dès son apparition en Amérique, la mafia offrait déjà une solution démocratique pour la résolution des conflits, et la commission, qui est apparue après 1931, ne sera pas une nouveauté à part entière, mais bien une adaptation d'un concept déjà existant. Bien que Morello n'ait pas été en réalité le parrain tout-puissant et omnipotent qu'on lui prête parfois, il occupait néanmoins une position dominante à New York. Son pouvoir sur la mafia locale était presque incontesté, ce qui lui permettait chaque année d'augmenter ses revenus. Selon les calculs du chef des services secrets, William Flynn, entre 1903 et 1907, le gang de Morello a gagné environ 200 000 $ grâce à ses activités, ce qui équivaut à 5,5 millions de dollars aujourd'hui. Une part non négligeable de ces fonds provenait d'une entreprise appelée la coopérative Ignazio Florio. Cette entreprise, fondée à la fin de 1902, était spécialisée dans la construction d'immeubles d'habitation. Morello et ses partenaires attiraient des centaines d'investisseurs, allant de simples Italiens à des riches Amérindiens. Même des mafieux de haut rang venus de tout le pays ont investi dans l'entreprise. Au début, tout allait pour le mieux. Les maisons se construisaient, les actions grimpaient et les investisseurs étaient heureux. Mais la crise de 1907, dont l'ampleur n'a rien à envier à celle de 1893, a sonné le glas de la coopérative Ignazio Florio. Les prix des terrains et des maisons se sont effondrés, entraînant dans leur chute le cours des actions de la société. Les investisseurs ont alors réclamé le remboursement de leur investissement. Et si Morello pouvait encore ignorer les procès intentés par des citoyens honnêtes, il n'en va pas de même pour les demandes de ses pairs. Malgré son statut de patron des patrons, il risquait fort d'être condamné à mort. Il devait aussi obtenir l'argent au plus vite, et Giuseppe décide que le meilleur moyen de le trouver est de l'imprimer lui-même. Et comme, pour une raison ou une autre, son réseau de faux-monnayage en Sicile n'était plus accessible, il a alors fallu organiser un nouvel atelier aux États-Unis. Coincé, Morello s'est alors empressé de mettre en place la production et commis une erreur fatale qui lui a coûté sa liberté. Il confia le travail de contrefaçon à un homme extérieur à son organisation. Le typographe Antonio Comito a été entraîné dans cette affaire et, lorsque le travail a été achevé en 1909, il a alors été éliminé en tant que témoin indésirable. Les services secrets procèdent à l'arrestation de Morello, ainsi que ses complices potentiels à l'automne 1909. En l'absence d'aveu de la part des complices impliqués, Morello aurait pu à nouveau s'en tirer. Cependant, l'arrestation d'Antonio Comito, quelques mois plus tard, a fait pencher la balance en faveur des autorités et le témoignage de Comito lors de son procès a convaincu le jury de rendre un verdict coupable. Morello, connaissant les peines prononcées dans le passé pour des affaires similaires, espérait passer 3 à 5 ans en prison. C'est pourquoi, lorsque le juge a annoncé la peine de 25 ans, il s'est évanoui sur le banc des accusés. Outre Giuseppe, 7 autres personnes ont été condamnées dans cette affaire. 6 d'entre elles ont été condamnées à une peine comprise entre 15 et 20 ans de prison, et Ignacio Lupo, le plus proche associé de Morello, a reçu la peine la plus longue, à savoir 30 ans de prison. Une peine aussi longue pour Giuseppe Morello ne signifiait qu'une chose, la plus puissante famille mafieuse venait d'être décapitée. Mais si l'on en croit le conte russe, du serpent Gorinitch, lorsque la tête est coupée, 2 autres apparaissent immédiatement, et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Des familles mafieuses, qui étaient jusqu'à présent dans l'ombre, ont immédiatement commencé à sortir au grand jour et à se livrer à une lutte sans merci pour leur place au soleil. Après l'enfermement de Giuseppe Morello, pendant un quart de siècle, la mafia new-yorkaise connaît les heures les plus sombres et les plus sanglantes de son histoire. Les guerres de clans se succèdent et les têtes des chefs tombent à un rythme effréné. Mais avant de plonger dans le vif des événements, je vous propose tout d'abord de faire connaissance avec les principaux acteurs de la suite de la narration, afin de ne pas avoir à expliquer à chaque fois qui est qui. Ensuite, nous parlerons de la façon et des principes sur lesquels se sont constituées les premières familles mafieuses, un point également très important afin de comprendre la suite de l'histoire. Les 5 familles de New York ont été créées par des groupes d'Italiens originaires de 3 régions de Sicile, à savoir Palerme, Corleone et Castellammare del Golfo. Je les appellerai ci-après le clan Palermitani, le clan Corleonesi et le clan Castellammare. Le premier représentait probablement le groupe le plus important de New York. Cela s'explique par le fait que Palerme et les villes environnantes étaient tout simplement plus grandes que le reste de la région, et que les mafiosi se rendant sur les rives du Nouveau Monde arrivaient donc beaucoup plus nombreux. La première mention du clan criminel des Palermitains remonte à 1896 et concerne Canderaro Bettini et Nicola Taranto, déjà cités. L'un d'eux aurait été l'un des premiers chefs de cette famille mafieuse. Comme vous pouvez vous en souvenir,
Ce duo a été enfermé en 1896 pour contrefaçon, après quoi la direction du clan a été interrompue pendant plusieurs années, avant qu'il ne refasse surface en 1902, maintenant lié au nom d'Ignazio Lupo. Pendant longtemps, Lupo a été considéré comme un simple bras droit de Giuseppe Morello, mais comme le montrent des données récemment publiées, c'est très probablement lui qui, en 1902, se trouvait déjà à la tête des Palermitani. Et cela, plusieurs faits le prouvent. Tout d'abord, une lettre du mafieux de la Nouvelle-Orléans, Francesco Metissi, dans laquelle il se porte garant d'un autre mafioso, se trouvant, comme il l'écrit, dans la maison de Lupo. Il faut savoir que, dans ce contexte, dans la maison ne signifiait pas habiter l'immeuble, mais bien appartenir à un clan criminel. C'est ce que confirme la biographie de Joseph Bonanno, qui s'exprime de la même manière lorsqu'il décrit une rencontre entre Maranzano et Masseria, au cours de laquelle le premier se décrit comme appartenant à la maison de Ciro, le clan d'un autre chef de cette époque. Ensuite, plusieurs informateurs de la police ont affirmé que Lupo parlait d'égal à égal avec Morello lors des réunions, et que, dans certains cas, il pouvait même l'interrompre en prenant lui-même la parole, ce qui indiquait qu'ils étaient sur un pied d'égalité. Il s'avère donc que, de 1902 à 1910 environ, Ignazio Lupo ait dirigé le clan Palermitani. Lorsqu'il fut emprisonné, le pouvoir passa temporairement à son frère John Lupo, qui dirigea la famille jusqu'à ce qu'il devienne évident qu'Ignazio ne quitterait pas la prison d'aussitôt. Salvatore Toto d'Aquila devint alors le nouveau patron et reçut presque immédiatement le titre de Capo dei Capi, en remplacement de l'intérimaire Sebastiano di Gaetano. Cependant, d'Aquila n'est pas le seul patron des Palermitani. À la même époque, une autre famille originaire de la région est fondée, avec à sa tête Manfredi Mineo. Il est malheureusement impossible d'établir à l'heure actuelle si cette nouvelle famille, ou Borgata, comme on dit aussi, venait d'être créée ou s'il s'agissait d'un groupe qui s'était détaché d'Aquila. Il était toutefois possible d'affirmer que ces deux familles allaient évoluer pour devenir les Gambino et Colombo que nous connaissons à l'heure actuelle. Le deuxième clan était celui des Corleonesi, dont nous avons beaucoup parlé dans la première partie de la vidéo. Le premier chef connu de cette famille était Giuseppe Morello. De 1910 à 1912, alors que Morello tentait de faire appel de sa condamnation, le pouvoir fut temporairement entre les mains de Giovanni Pecoraro, puis officiellement transmis à Fortunato Lomonte. Jusqu'en 1920, les Corleonesi firent front commun, puis se divisèrent en deux factions, dirigées par Joe Masseria et Gaetano Reina. Celles-ci sont respectivement devenues les familles Genovese et Lucchese. Le troisième clan, qui deviendra plus tard la famille Bonanno, était composé essentiellement de personnes originaires de la région de Castellamare del Golfo. Le premier patron connu des Castellamare fut Paolo Orlando, arrivé en Amérique en 1900. Orlando occupa ce poste jusqu'en 1910 environ, date à laquelle il démissionna volontairement. Il fut ensuite remplacé par Sebastiano di Gaetano, qui reprit également le rôle de patron de tous les patrons pendant cette période. Gaetano quitta ces deux postes en 1912 et la Borgata des Castellamare fut alors dirigée par Nicola Schiro, qui se démissionna en faveur de Salvatore Maranzano jusqu'en 1930. Vous l'aurez compris, les 5 futures familles se sont constituées sur base de leur lien de parenté ou par compatriotisme. Il n'y a rien d'étrange à cela si l'on considère que la mafia est d'abord une communauté secrète avant d'être une organisation criminelle. Les chefs des jeunes borgate américaines rassemblaient autour d'eux ceux qu'ils connaissaient personnellement ou ceux dont ils pouvaient se porter garant. Il faut aussi rappeler que les chefs de cette époque étaient tous des immigrés de la première génération qui ne pouvaient se fier qu'aux recommandations et aux paroles de leurs associés siciliens qu'ils connaissaient déjà. Ainsi, il n'est pas étonnant qu'un Corléanais tout juste arrivé aux États-Unis était attiré par d'autres Corléanais. Et pour éviter que ce Corléanais fictif ne se promène dans Little Italy en criant « Je veux rejoindre la mafia », le chef de la Borgata, dont il était membre en Sicile, lui remettait une lettre de recommandation et informait également le patron américain de son arrivée. Et le patron de New York, par exemple, décidait alors de l'accueillir ou non. Les transferts de mafieux entre les différentes villes américaines s'effectuaient de la même manière. Outre les échanges de personnel entre l'Amérique et la Sicile, il existait également des contacts commerciaux, mais ils étaient purement personnels. Aucune organisation commune n'a jamais existé. La mafia américaine était une entité à part entière, et la mafia sicilienne en était une autre. Peut-être que pour organiser les premières borgates, certains Italiens avaient demandé une autorisation en Sicile, mais à l'époque dont nous parlons aujourd'hui, les États-Unis avaient déjà leur propre communauté autonome. Et les discours sur l'unité viennent du fait que la première génération de mafiosi américaines avait encore des liens personnels très forts avec la Sicile, et collaborait souvent avec des hommes d'honneur locaux.
À ce stade, je pense que la partie théorique est suffisante. J'espère que vous avez désormais une idée concrète de ce qu'était la mafia new-yorkaise dans ces années-là, car nous allons entrer directement dans le vif du sujet et commencer l'histoire de l'époque la plus turbulente de la Cosa Nostra. La première guerre de la mafia, qui a opposé le gang de De Aquila à ceux de Mineo, Ciro et Morello, n'a pas fait beaucoup de victimes et n'était pas une véritable guerre de la mafia, mais plutôt un conflit légitime portant sur la redistribution du pouvoir après l'emprisonnement des principaux chefs de la Cosa Nostra, Giuseppe Morello et Ignacio Lupo. D'Aquila, qui a ensuite pris le contrôle de la plus grande borgade de New York, ainsi que le titre de patron de tous les patrons, se trouvait alors en position de force par rapport aux autres familles. Les Mineo venaient d'être fondés, les Ciro n'avaient pas beaucoup d'influence auparavant, et les Morello étaient affaiblis par l'emprisonnement de leur patron ainsi que par des conflits internes dont nous parlerons plus tard. Cette situation a permis à l'autoritaire d'Aquila d'étendre davantage son influence, ce qui a naturellement déplu aux trois familles restantes qui ont fait front commun contre lui. Manfredi Mineo semble avoir été le premier à se retourner contre d'Aquila, et la guerre commença par un affrontement entre les deux clans palermitani, ensuite rejoints par d'autres factions qui s'étaient ralliées à Mineo. La chronologie de ce conflit est la suivante. En 1913, d'Aquila se rend en Sicile pendant une longue période, ce dont profitent les familles de Mineo et Morello. En l'absence du patron des patrons, ils éliminent deux de ses hommes. Le 4 novembre, Giuseppe Fontana est tué, et le 25 novembre, c'est au tour de Giuseppe Fanara. Il y a peut-être eu plus de victimes, mais comme il y avait un certain nombre de meurtres dans les quartiers italiens à cette époque, même en dehors des conflits mafieux, il est donc pas possible d'établir ce fait avec certitude. Le conflit a ensuite connu une courte pause, due à une trêve non confirmée entre les parties. L'événement suivant qui a ravivé les hostilités, en mai 1914, est l'assassinat du chef de Morello, Fortunato Lomonte. Selon une version, la mort de Lomonte est due à une vengeance froide d'Aquila. Selon une autre version, Lomonte a été victime d'une guerre interne au sein même du clan Morello. Au sein des Corleonesi, presque dès les premiers jours de l'emprisonnement de Giuseppe, la tension était montée entre les frères Lomonte et les frères Terranova. Les premiers, à l'aube de leur règne, avaient refusé de venger la mort de Calogero Morello, le fils de Giuseppe Morello et neveu des frères Terranova. Les Terranova l'ont fait sans leur permission, divisant ainsi la faction en deux camps. Dans une telle situation, les Lomonte ont dû faire preuve de la plus grande diplomatie pour réunir la famille, ce qu'ils n'ont évidemment pas réussi à faire. Le point de discorde suivant a été la question des territoires du bandit et politicien Giosuè Gallucci. Les Terranova voulaient tuer Gallucci et s'emparer de ses biens, tandis que Lomonte était en bon terme avec Gallucci et lui servait même de garde du corps. Il est donc probable que Fortunato n'ait pas été tué par d'Aquila, mais plutôt à l'initiative des frères Terranova, qui ont ensuite pris le contrôle du territoire de Gallucci. Il en va de même pour les meurtres des deux membres de la famille Morello. Le 7 octobre 1915, Impolito Greco, qui avait succédé à Fortunata Lomonte comme patron, est éliminé. Et le 13 octobre, c'est Thomas Lomonte, le propre frère de Fortunato, qui est assassiné. D'une part, il pourrait bien s'agir d'un acte d'Aquila, qui, après ses morts, a définitivement établi sa domination à New York. D'autre part, ces assassinats ont également été favorables aux frères Terranova, car ce sont eux qui sont alors devenus les chefs de la Borgata Morello après l'élimination de Greco et de Lomonte. Quoi qu'il en soit, la première guerre mafieuse s'est soldée par la victoire complète de De Aquila et la Borgata Morello, autrefois la plus forte, a perdu sa position dominante. Cette situation a permis à un nouveau prédateur de faire son apparition, souhaitant s'emparer de ces territoires. Les frères Terranova, qui s'étaient hissés à la tête de la famille, durent faire face à une nouvelle guerre, cette fois contre une autre société secrète italienne appelée Camorra. La Camorra est une autre société criminelle secrète originaire d'Italie. Elle est apparue plus tôt que la mafia dans les années 1920 à Naples et était une organisation d'entraide entre détenus dans les prisons, qui a ensuite étendu ses activités à l'extérieur des murs. La Camorra, comme la mafia, avait sa propre hiérarchie et ses propres rituels d'initiation. Mais ses moyens de gagner de l'argent étaient similaires à ceux de ses hommes. La Camorra est apparue aux États-Unis au tournant des 19e et 20e siècles et était impliquée dans le racket, le jeu, l'extorsion ainsi que le trafic de cocaïne. À New York, les camorristi étaient bien moins puissants que la mafia, tant en nombre qu'en termes d'argent, mais ils rivalisaient largement en termes de brutalité. Structurellement, la Camorra de New York, également appelée Camorra de Brooklyn, était un regroupement de plusieurs gangs non apparentés, dont l'un d'eux avait pris un territoire voisin à celui de la famille Morello. Pendant longtemps, les deux organisations ont coexisté pacifiquement et ont même parfois fait front commun.
Par exemple, l'assassinat de José Gallucci, déjà cité, a été une opération commune. De même que l'élimination de Joseph De Marco, dont les activités de jeu ont ensuite été réparties entre les deux organisations. Cependant, les voisins napolitains ont toujours regardé Morello avec envie, car les Siciliens gagnaient beaucoup plus avec leurs raquettes. C'est pourquoi, lorsque des frères Terranova ont subi des pertes importantes dans la guerre contre D'Aquila, les gangs de Camorra ont décidé de s'unir et de les frapper ensemble pour s'emparer de toutes les entreprises rentables. Les chefs de gang napolitains n'ont pas déclaré la guerre ouvertement, certes, mais ils ont mis au point un plan presque parfait. Ils voulaient attirer tout le gratin de la famille Morello à une réunion de paix, prétextant vouloir discuter d'affaires ensemble, tout en les accueillant avec un sourire amical. Tous les membres importants de la famille mafieuse, représentés par les frères Niccolo, Vincenzo et Ciro Terranova, Stefano La Salla, Eugene Ubriaco, Giuseppe Verrazzano, ont ainsi été invités à la réunion. Cependant, pour diverses raisons, seuls Niccolo Terranova et Eugene Ubriaco s'y sont rendus, ce qui signifiait qu'une éventuelle prise de pouvoir risquait de se transformer en un affrontement long et sanglant, ce qui s'est finalement produit. Les Napolitains tuèrent Terranova et Ubriaco en septembre 1916, déclenchant ainsi une guerre avec la famille Morello. S'ensuivirent alors des hostilités actives, au cours desquelles la Borgata Morello, dirigée par les frères Terranova, subit une nette défaite. La Camorra réussit à tuer Giuseppe Verrazzano et à s'emparer de tous les établissements de jeu, ainsi qu'à forcer Ciro et Vincenzo à s'abandonner plusieurs territoires, le tout en s'emparant de la plupart des raquettes. Il semblait à ce moment-là que la famille mafieuse, autrefois la plus puissante, était sur le point de s'effondrer. Cependant, de l'aide est arrivée, et elle est venue de là où il ne s'y attendait pas. Un ancien membre de la Camorra de Brooklyn, Ralph Daniello, qui s'était caché des autorités en dehors de New York afin d'échapper aux autorités suite à un meurtre et qui était frustré que ses patrons ne le soutiennent pas financièrement, s'est alors rendu à la police et a dénoncé toute l'organisation napolitaine de la Grosse Pomme. Il révéla en effet tous les meurtres, toutes les entreprises illégales et donna les noms de toutes les personnes qu'il connaissait. Le témoignage de Daniello fut si précieux que tous les dirigeants et de nombreux membres lambda de la Camorra ont été envoyés en prison pour de longues années, avant même d'avoir pu profiter des fruits des territoires qu'ils venaient de conquérir. Les frères Terranova, quant à eux, ont alors récupéré la plupart des raquettes et pouvaient enfin respirer. Ils ne savaient pas que, quelques années plus tard, la libération tant attendue de leur demi-frère Giuseppe Morello ne serait pas une nouvelle étape dans le développement de la famille, mais un nouveau conflit sanglant. Dans le dernier chapitre, j'ai indiqué que la famille Morello était dirigée par les frères Terranova, mais j'ai omis une petite nuance. Je n'ai pas mentionné le nom de Salvatore Lojacono, dont l'histoire est relativement confuse. Lojacono était apparemment une marionnette de De Aquila, et il dirigeait pour lui le groupe qui s'est séparé du gang Terranova après la mort de Fortunata Lomonte. Il se pouvait même que Lojacono ait participé à l'assassinat de Lomonte, ce qui a entraîné division de la famille, avec d'une part les partisans de Terranova et d'autre part les partisans de Lojacono. Naturellement, lorsque Giuseppe Morello est libéré au printemps 1920, il n'est pas du tout satisfait de cette situation. Si Terranova était prêt à lui prêter à nouveau allégeance, ce n'est pas le cas de Lojacono. C'est pourquoi, en décembre de la même année, il est éliminé et la plupart de ses hommes sont retournés vers Morello. Cependant, l'ancien patron de tous les patrons a manifestement surestimé son pouvoir et son influence, commettant un assassinat non autorisé du chef de famille. D'une part, plusieurs hommes de Lojacono jurent alors publiquement de venger la mort de leur patron, et d'autre part, derrière l'homme assassiné se trouvait l'actuel capo dei capi, Toto D'Aquila, qui ne souhaitait pas laisser Morello reprendre le pouvoir. Tout cela enflamme naturellement la situation et débouche immédiatement sur le conflit connu aujourd'hui sous le nom de Deuxième guerre de la mafia new-yorkaise. Un peu moins de 6 mois après la mort de Lojacono, D'Aquila observe de loin la guerre entre les partisans de l'assassiné et ceux de Morello. Mais au printemps 1921, lorsqu'il devient évident que les partisans de Morello avaient éliminé un grand nombre de ceux de Lojacono, il décide alors qu'il est temps d'intervenir. Entre avril et mai de cette année-là, D'Aquila convoque une assemblée générale, au cours de laquelle, sous prétexte du meurtre non autorisé de Lojacono, il réclame la peine de mort pour Giuseppe Morello. Après de longues discussions et une série d'arguments passionnés, sa demande est finalement acceptée. Ignacio Lupo et le mafieux Umberto Valenti se sont également retrouvés sur la liste des condamnés, probablement pour leur proximité avec Morello. Giuseppe apprend sa condamnation presque aussitôt qu'elle est prononcée. De mai à septembre, il parvient à se cacher à New York et, en octobre, lorsque la situation devient particulièrement dangereuse, il s'enfuit en Sicile, accompagné de Lupo et Valenti. Avec la peine de 6 ans qu'il encourait toujours en Sicile, sa situation devait être désespérée pour qu'il prenne un tel risque.
En fait, la seule chance pour Morello de retourner à New York sans avoir à craindre pour sa vie était un ami d'Umberto Valenti, Niccolo Gentile. Gentile était un mafieux très respecté et doté de relations aux quatre coins des États-Unis. Morello et Valenti lui ont ainsi demandé de persuader les patrons de tout le pays de se réunir à nouveau en assemblée générale et de reconsidérer leur condamnation à mort. Gentile accepta de les aider et a passé 1 an à voyager à travers l'Amérique, négociant avec les dirigeants locaux des Borgate. Pour comprendre à quel point il a pris cette mission à cœur, son voyage pourrait être comparé à un jeu vidéo tel que The Witcher 3, où le protagoniste, afin de réussir la mission principale, doit se rendre auprès d'une dizaine de personnages, chacun d'entre eux l'envoyant vers plusieurs autres personnes, et pour toutes ces personnes, il doit accomplir une certaine quête. Gentile a donc fait de même. Il a négocié et aidé des patrons dans tout le pays et a finalement réussi sa mission, libérant ainsi Morello de l'épée de Damoclès qui pesait sur lui. La seule condition pour que la sentence soit levée était néanmoins que Giuseppe ne puisse plus être le patron de la famille. Pendant que Gentile tentait de lever la condamnation à mort de Morello et que Giuseppe lui-même essayait d'éviter les balles, la ville de New York restait agitée, même sans condamnation officielle. Au moins 6 personnes furent tuées cette année-là à cause de la confrontation entre Morello et D'Aquila, et la suppression de la peine n'a rien changé à la situation. À peine Giuseppe est-il revenu que son demi-frère et, par coïncidence, le nouveau chef de la famille, Vincenzo Terranova, a été assassiné. En outre, peu après le ban de Morello, une faction dirigée par Gaetano Reina s'est séparée de la famille en échappant désormais à son autorité. Dans une telle situation, Giuseppe, qui n'avait plus le droit de diriger la Borgata, ne pouvait s'opposer à D'Aquila qu'en soutenant la nomination comme chef de la famille du candidat Joe Masseria, qui, en utilisant avec compétence les opportunités offertes par la prohibition, était devenu, en quelques années seulement, l'une des principales forces de la mafia à New York. D'Aquila, voyant que ses adversaires avaient trouvé un nouveau chef, attira à ses côtés Umberto Valenti et concentra alors ses attaques sur Masseria. Ainsi, tout au long de l'été 1922, les adversaires se harcelèrent mutuellement. Durant cette période, Masseria échappa à 2 reprises à une mort certaine. Les assassins tirent presque à bout portant, mais Joe the Boss reste en vie à chaque fois, ce qui n'est pas le cas du principal militant de D'Aquila, Valentini, qui fut tué le 11 août 1922. Par la suite, les adversaires continuèrent de s'affronter et de se tirer dessus pendant environ 1 an, mais personne n'a jamais pris l'avantage. C'est pourquoi, le 26 août 1923, une grande conférence de paix de la mafia fut organisée, au cours de laquelle il fut décidé de mettre fin au conflit et de déposer les armes. En réalité, il ne s'agissait là que d'une transition vers un état de guerre froide. Masseria et Morello commencent alors à se protéger à une éventuelle reprise de l'affrontement, en recrutant de nouveaux membres, afin de gonfler les rangs de leur famille. À cette époque, Joe the Boss est le premier à accepter des Italiens continentaux dans l'organisation. Frankie Yell et Frank Costello, qui étaient des Calabrais, ainsi que Vito Genovese et Willy Moretti, qui étaient des Napolitains, se sont ainsi retrouvés dans la mafia précisément à cause de Masseria. D'ailleurs, la reprise du conflit en 1928 est en partie due à cette innovation de Masseria. Cette année-là, il accueillit dans la famille le Napolitain Al Capone, venu de Chicago, et le soutient contre d'autres mafiosi locaux, ce qui déplut fortement à D'Aquila. Cette fois, Morello a également été soutenu par une autre famille de Palermitani, dirigée par Manfredi Mineo, qui, après l'assassinat de D'Aquila en septembre 1928, prit le contrôle de sa Borgata. Et Joe Masseria, soutenu par Giuseppe Morello, est alors élu nouveau patron de tous les patrons. Mais comme l'histoire l'a montré, cet ordre établi a eu une durée de vie encore plus courte que les précédents. Le point culminant de la première mafia new-yorkaise se profile à l'horizon. Avant d'aborder directement la guerre des Castellamarese, ses causes, son déroulement et son impact sur la mafia dans son ensemble, j'aimerais revenir sur l'impact que la prohibition a eu sur la Cosa Nostra. En effet, si dans le cadre de la deuxième guerre de la mafia, ce contexte pouvait être mis de côté, à l'époque du conflit des Castellamarese, le bootlegging était la principale source de revenus des 5 familles. Cette activité est un très bon exemple de la façon dont la mafia a changé au cours de ses presque 30 ans de présence aux États-Unis, et si elle a seulement changé. Le Volstead Act est généralement considéré comme un tournant pour la Cosa Nostra, après l'adoption duquel la mafia a été contrainte de lever son rideau de fer et de commencer à coopérer avec des gangsters d'autres pays. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Tout d'abord, avant même la prohibition, les mafiosi collaboraient déjà avec des gangsters d'origine non sicilienne. Par exemple, Giuseppe Morello, au début de sa carrière, a fait appel aux Irlandais pour la distribution de ses faux billets, et Joe Masseria, pour sa part,
coopérait avec des gangsters juifs, comme le confirment les informations d'un informateur nommé Salvatore Clemente. Et il ne faut pas oublier non plus que c'est Masseria qui a introduit la pratique d'accepter des Italiens continentaux au sein de la mafia. Ensuite, certains chefs, même pendant la prohibition, continuaient de privilégier les partenariats avec leurs compatriotes et ont conservé cette préférence même après l'abolition de la loi. Cela s'explique par le fait que la mafia américaine n'a jamais été une structure monolithique. Par exemple, à New York, il existait 5 familles, et chacune d'entre elles était une organisation distincte avec sa propre direction. Les organes généraux qui se trouvaient au-dessus d'elles, si nous faisons une analogie, n'étaient pas des instances exécutives ou dirigeantes, mais plutôt un mélange d'organisations judiciaires et législatives. En d'autres termes, l'Assemblée générale et, plus tard, la Commission avaient le pouvoir de régler les litiges et non de donner des ordres. Par conséquent, lorsqu'on affirme que la mafia, au cours de la prohibition ou à un autre moment, a subi un changement significatif de sa structure, nous devons d'abord vérifier si toutes les familles ont été concernées, avant seulement de tirer des conclusions sur la tendance générale. En ce qui concerne la coopération avec d'autres nations et groupes ethniques, on ne peut pas dire que la prohibition de l'alcool ait contraint tous les mafieux à travailler avec des non-italiens. En grande partie, cette décision dépendait du chef de chaque borgata. C'est pourquoi, par exemple, Masseria qui, après 1929, a intégré de nouveaux membres dans sa famille, laissait à ses hommes une relative liberté dans le choix de leurs partenaires, à condition qu'ils versent régulièrement une part de ses profits. Maranzano, en revanche, travaillait principalement avec des Siciliens et voulait que ses hommes suivent le même exemple. On ne peut donc pas dire que la prohibition ait été la période où un changement définitif s'est opéré dans ce domaine. On peut seulement affirmer qu'elle a jeté les bases d'une idée qui allait devenir ce que nous appellerons aujourd'hui partenaire de la mafia. Une pratique qui, en quelques décennies, allait être adoptée d'une manière ou d'une autre par les chefs de toutes les familles. La deuxième question importante à aborder est de savoir quelle était la force du conglomérat des bootleggers, et s'il est vrai qu'il existait un accord commun entre les plus grands gangsters du pays, la principal argument en faveur de l'existence d'une organisation unifiée des principaux bootleggers américains est la référence à une fameuse réunion nationale des gangsters qui s'est tenue en 1929 à Atlantic City, et au cours de laquelle un accord de coopération aurait conclu. Cependant, des chercheurs modernes, après avoir consulté la presse et les archives de l'époque, ont réfuté cette affirmation et découvert la véritable raison de cette réunion. En effet, cette convention n'a été convoquée que pour régler des différends entre les chefs de gang de Chicago et n'était en aucun cas liée à d'autres villes. Il n'y a jamais eu non plus de conglomérat national des bootleggers. Les gangsters formaient des alliances afin d'étendre leurs intérêts, mais ceux-ci ne s'étendaient pas à l'ensemble des États-Unis. En outre, il faut comprendre que le commerce illégal de l'alcool reposait sur 2 activités principales. Il s'agissait de la production locale sur le territoire des États-Unis, ainsi que de la contrebande de marchandises en provenance de l'étranger. Et pour chacune de ces activités, il existait des alliances et des accords spécifiques qui souvent ne se chevauchaient en aucun cas. Comme il ressort de ce qui précède, la mafia n'a connu aucun changement structurel au cours des 30 premières années de son existence aux États-Unis. Cette hiérarchie et ce système de résolution des conflits, instauré dès l'aube de son émergence, fonctionnaient encore à l'époque de la guerre des Castellamarese. Chaque famille était une unité indépendante et les restait, conduisant chaque borgata individuel sur sa propre voie de développement. À bien des égards, la création future de la commission visait précisément à garantir que tous les points de vue sur le développement global soient entendus et que le processus d'évolution individuelle de chaque famille se déroule sans interférence de la part des membres extérieurs de la mafia. La création de la commission s'est avérée parce que les structures indépendantes appelées familles, qui constituaient la mafia depuis l'époque d'Aquila, commençaient à subir, de la part de chaque nouveau patron des patrons, des pressions et à des tentatives visant à réduire progressivement leur autonomie. Ce phénomène n'était même pas lié au fait que la fonction donnait des pouvoirs illimités, car comme je l'ai dit, le capo dei capi jouait plutôt le rôle de juge et non de dirigeant gestionnaire. Il est bon de rappeler que les personnes qui occupaient ce poste étaient généralement les chefs de borgate les plus puissantes du pays et qu'ils étaient aussi, de par leur tempérament, autoritaires et puissants. Ces événements ont progressivement dénaturé le rôle originel de patron de tous les patrons, ce qui a conduit à la guerre des Castellamarese et au remplacement de ce titre par un organe collégial, une commission. Avant d'aborder directement la question de la guerre, je tiens à rappeler que les tentatives de consolidation du pouvoir entre les mains d'une seule personne ne sont pas dues à la position de patron de tous les patrons et à son rôle, mais au fait que les chefs de famille les plus puissants du pays ont essayé, à différents moments, de maximiser leur influence. Masseria, par exemple, a commencé à le faire bien avant d'obtenir son titre, et n'a naturellement pas cessé par la suite. Joe the Boss, après l'assassinat d'Aquila, a pris la tête de la plus puissante borgata de New York, ce qui lui permettait de dicter les règles du jeu, et il essayait d'étendre son influence à d'autres villes, en y soutenant des factions alliées. Naturellement,
une telle situation ne pouvait convenir à tout le monde, et c'est finalement contre Masseria que se dressa un groupe de mafiosi dirigé par Salvatore Maranzano. Cet affrontement est connu sous le nom de la guerre de Castellamare. Les origines de ce conflit remontent à l'époque où Masseria soutenait Al Capone contre Joe Aiello à Chicago. Beaucoup n'appréciaient pas que Joe le Boss prenne le parti du Napolitain, mais il n'y eut pas d'affrontement ouvert. En février 1930, à New York, le chef de la mafia Gaetano Reina, qui dirigeait la plus grande partie du lucratif trafic de glace, est assassiné. Bien que cette mort puisse être due à la concurrence dans la sphère de Reina, la communauté mafieuse y voit une manœuvre de Masseria pour reprendre les entreprises de ce dernier, car son boss remplaçant, Joseph Pinzolo, était beaucoup plus coopératif. Joe the Boss s'est ainsi fait son premier ennemi en la personne de Tommaso Galliano, qui évincera Joseph Pinzolo de son poste de chef. Après cela, Masseria, ne rencontrant pas d'opposition immédiate et considérant l'élimination de Reina comme un succès, tentera de gagner de l'influence à Détroit, où il soutiendra Chester Lamare qui, en 1930, tuera Gaspare Milazzo, dont la mort sera l'élément déclencheur de l'opposition d'une autre faction à Masseria. En effet, Milazzo avait vécu à New York avant de partir pour Détroit et faisait partie d'une famille locale formée par ses compatriotes des Castamare de Golfo. C'est ceux-ci même qui deviendront le deuxième ennemi de Joe the Boss au cours de la guerre. La mort de Milazzo provoqua ainsi l'indignation des Castellamare de New York, ce qui amena le patron de la famille, Niccolo Schiro, qui ne souhaitait pas s'opposer à Masseria, à démissionner volontairement, laissant la place à Salvatore Maranzano. Maranzano, un mafieux de haut rang en Sicile, s'était vu recommencer sa carrière au bas de l'échelle après avoir déménagé aux États-Unis au milieu des années 1920. Il est probable qu'il ait voulu atteindre les sommets lui aussi. Pour lui, la guerre contre Masseria n'était donc pas seulement un moyen de venger son compatriote, mais également une occasion de se hisser au sommet de la mafia américaine en cas de victoire. Maranzano prépare la première offensive environ un mois après avoir reçu le titre de chef. Pendant cette période, il a eu le temps d'acheter des armes et d'accueillir de nouveaux membres dans sa famille. La première cible est Giuseppe Morello, considéré comme le cerveau et le stratège de Masseria. Maranzano pensait que les actions de Joe the Boss étaient dirigées par un cardinal gris, en la personne de Morello, et qu'en l'éliminant, la victoire ne serait plus qu'une question de temps. Et comme il s'avéra plus tard, il avait en partie raison. En août 1930, Morello fut assassiné dans son bureau par un homme armé nommé Sebastiano Domingo. Un mois plus tard, Tommaso Galliano tue Joe Pinzolo, la marionnette de Masseria, et, prenant le pouvoir dans la famille Reina, se rallie au camp de Maranzano. Masseria réagit alors en octobre en faisant tuer Joe Aiello à Chicago par l'intermédiaire d'Al Capone. Ce geste fut un signe avant-coureur car, à peine un mois plus tard, il perdait son meilleur allié à New York. En effet, en novembre, Manfredi Mineo et Stefano Ferrigno sont assassinés et les nouveaux chefs de la famille passent du côté de Maranzano. Cela signifiait que 3 des 4 familles de New York étaient désormais opposées à Joe the Boss, tandis que la famille dirigée par Profaci restait neutre et lui-même avait perdu un homme clé en la personne de Morello. Au sein de la mafia américaine, le sentiment qu'il ne sortirait pas vainqueur de cette guerre commençait à s'imposer. C'est pourquoi, entre fin 1930 et début 1931, une réunion s'est tenue à Boston, au cours de laquelle Masseria s'est vu retirer le titre de patron de tous les patrons et a été remplacé temporairement par un chef local nommé Gaspare Messina. C'est également lors de cette réunion qu'une commission a été convoquée pour la première fois, composée de Gaspare Messina, Niccolo Gentile, Vincent Troia, Joseph Siragusa et Salvatore Roverde. Leur mission est alors de résoudre le conflit et de mettre fin à la guerre. Masseria, anticipant déjà sa défaite, accepte volontiers de déposer les armes. Il propose également à la commission sa rétrogradation au rang de simple soldat, si cela permet de régler le problème avec Maranzano. De plus, sous prétexte de craindre une arrestation, il oblige ses hommes à désarmer, ce qui provoque une vague d'indignation parmi eux. Par ailleurs, Masseria s'éloigne alors considérablement de ses hommes, passant la majeure partie de son temps avec ses gardes dans sa maison. Au fond, il n'a tout simplement pas laissé d'autre choix à ses subordonnés. Aucun d'entre eux ne voulait risquer d'être abattu simplement parce que leur chef leur avait ordonné de ne pas se défendre. Au même moment, Maranzano déclarait qu'il voulait la tête de Joe the Boss et qu'il n'allait même pas toucher aux autres après cela. Il n'est donc pas surprenant que, dans de telles circonstances, les hommes de Masseria, menés par Charles Luciano, concluent une alliance avec Maranzano dans son dos et, le 15 avril 1931, assassinent Joe the Boss en échange de la fin de la guerre. Jusqu'à récemment, on pensait qu'après la chute de Masseria, Maranzano avait fondé les 5 familles de New York et fait les premiers pas vers la création de la Cosa Nostra moderne. Or, des chercheurs ont aujourd'hui prouvé que la structure familiale existait bien avant cela, comme nous l'avons déjà évoqué. Cette idée concernant la structure vient de Valachi, qui a décrit une réunion dans le Bronx après la fin de la guerre, au cours de laquelle les chefs des 5 familles ont été présentés. En fait,
Cette procédure n'était pas un point de départ, mais simplement une manière d'introduire les nouveaux membres, comme Valachil l'était à l'époque, dans le système déjà établi. Les seuls changements intervenus après cette guerre ont été l'interdiction pour une personne d'être membre à la fois en Amérique et en Sicile, ce qui était courant auparavant, et l'arrêt du recrutement de nouveaux membres. Ainsi, les familles ne pouvaient désormais plus accepter que des remplaçants pour celles qui s'étaient retirées, afin d'éviter qu'à l'avenir, un patron de Borgotta ne décide d'accroître son influence en recrutant massivement. Pour le reste, tout est resté en l'état. À la place de Masseria, la famille est dirigée par Luciano. À la place de Mineo, Frank Scalise, qui, après le meurtre de Maranzano, sera remplacé par Vincent Mangano, et Maranzano lui-même sera remplacé par Joe Bonanno. Tommaso Galliano et Joe Profacci resteront à leur place, et enfin, Maranzano jusqu'à sa mort, qui à plusieurs raisons occupera le poste de patron de tous les patrons. La première raison de l'élimination de Maranzano est qu'après sa victoire, il continuait à vivre comme en temps de guerre. L'ancien patron de tous les patrons ne faisait pas confiance à ses anciens adversaires, et malgré sa promesse d'enterrer la hache de guerre en échange de la mort de Masseria, il prévoyait de les éliminer. Sur sa liste figuraient alors des noms comme Al Capone, Lucky Luciano, Frank Costello, Joe Adonis, Willy Moretti, Dutch Schultz et Vito Genovese. La deuxième raison est que Maranzano s'est immiscé dans le racket de l'industrie de l'habillement, où Luciano travaillait déjà avec Louis Lepke, surnommé le comptable. Luciano et Lepke soutenaient un dirigeant syndical et Maranzano en appuyait un autre, ce qui provoqua un conflit d'intérêts et aurait pu coûter à Luciano un emploi lucratif dans le domaine du racket. Au final, ces deux causes, qui sont survenues à peu près en même temps, se sont superposées et ont poussé Luciano à fomenter une nouvelle conspiration. En septembre 1931, le dernier des patrons de tous les patrons, Salvatore Maranzano, est assassiné dans son propre bureau. Luciano a ensuite prouvé aux autres mafiosi l'existence de la liste d'assassinats et, sur la base de celle-ci, son acte a été approuvé. La suppression du titre de patron de tous les patrons et la création de la commission, après l'élimination de Maranzano, comme vous l'aurez sans doute compris, n'ont pas été inventées par Luciano. D'une part, il existait déjà des forces de prise de décision collégiales, comme le Conseil et l'Assemblée Générale, dont nous avons précédemment parlé, et d'autre part, un dispositif similaire avait déjà été mis en œuvre au cours de la guerre des Castellamare, comme je l'ai également mentionné précédemment. En d'autres termes, la commission n'est pas une innovation révolutionnaire sortie de nulle part grâce à Luciano, mais simplement une réforme du système existant, plus adaptée aux circonstances actuelles. En effet, l'Assemblée Générale n'était pas facile à convoquer, le Conseil avait des pouvoirs limités et le patron de tous les patrons était, comme l'histoire l'a montré, extrêmement subjectif. C'est pourquoi une commission, composée de chefs des familles les plus puissants du pays, a été instaurée. Celle-ci était facile à convoquer, pouvait décider de n'importe quelle question et était composée de plusieurs personnes, ce qui réduisait la subjectivité des décisions. Et oui, la commission n'était pas un organe de gouvernement, mais bien un organe chargé de trancher sur des questions générales, alors que les affaires individuelles des familles restaient confidentielles et étaient traitées en interne. La première commission était composée de chefs des 5 familles new-yorkaises, ainsi que d'Al Capone de Chicago et de Stefano Magaddino de Buffalo. Un autre point qui mérite d'être discuté est la représentation de la guerre de Castellamarese et des meurtres de Masseria et Maranzano comme une bataille entre la nouvelle et la vieille école, entre les mafiosi américanisés et les traditionalistes. Tout d'abord, l'un des arguments avancés en ce sens est la création de la commission en tant qu'innovation révolutionnaire de la nouvelle école, ce que nous venons de réfuter. Ensuite, aucun des participants aux événements, qui les ont décrits par la suite dans leur biographie, n'a présenté le conflit de cette manière. Et enfin, il n'est pas évident de savoir si elle doit être considérée comme traditionnaliste ou américanisée. Si nous prenons Luciano comme exemple de gangster américanisé, comment définir un traditionnaliste? Par l'âge, Luciano avait une trentaine d'années lorsque la guerre a déclaré, mais Joe Bonanno, qui est considéré comme un traditionnaliste, n'avait même pas 30 ans. Ou peut-être faudrait-il les définir par leur opinion progressiste. Dans ce cas, Masseria, qui avait été le premier à accepter les non-siciliens dans l'organisation, ne serait alors plus un traditionnaliste et il aurait été écarté par Luciano, ce dernier pourtant supposé représenter la modernité. Il s'avère donc que ces concepts sont trop vagues et conviennent davantage aux gros titres des journaux qu'à la vie réelle. En fait, chaque membre de la mafia portait en lui à la fois une dimension traditionnelle, c'est-à-dire qu'il suit les règles de l'organisation qui a vu le jour il y a des décennies, et une dimension plus américanisée, c'est-à-dire qu'il souhaite mener des activités illégales sur le modèle des affaires et gagner de l'argent. Et toute cette division n'est rien d'autre qu'une tentative de rendre l'histoire plus attrayante. L'histoire des débuts de la mafia n'est pas celle d'un homme qui change tout. Il ne s'agit pas non plus d'un combat entre l'ancien et le nouveau. Il s'agit d'une évolution progressive et de la recherche du système optimal à travers des erreurs et des dizaines de litres de sang versé.